Bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition des grandes conférences du Cégep de Trois-Rivières, dans le cadre de la Semaine de la philosophie. Ce soir, nous recevons le conférencier Charles Taylor. Quand on m'a demandé de faire l'introduction pour M. Taylor, je me suis dit, mon Dieu, par où commencer? Avec une carrière qui s'étend sur plus d'une soixantaine d'années, de nombreux prix remis, de nombreuses publications, une carrière académique, une carrière aussi politique, autant sur le plan international que sur le plan local, national. Je me suis dit que dans le temps qui m'était réservé, j'aurais jamais l'opportunité d'en rendre justice adéquatement. Alors, à cet égard, je préfère mettre la table sur ce qui nous concerne ici ce soir, c'est-à-dire les enjeux sur la laïcité. Nombreux parmi vous, là, vous n'avez peut-être pas connu ça, la commission Stasi en France, au début des années 2000, suivie de la commission Bouchard-Taylor. Certains peut-être l'ont connue ici il y a déjà 12 ans. La commission Bouchard-Taylor est un peu une réaction du gouvernement québécois là, suite à la façon que la France avait introduit la laïcité avec la commission Stasi. Puis l'idée, c'était une consultation citoyenne. Dans le fond, Gérard Bouchard et Charles Taylor se sont promenés un peu partout dans la province pour aller prendre les témoignages des citoyens, des gens, à la première personne, comme ça, dans des endroits publics, salles communautaires, etc., sur les accommodements raisonnables, c'est-à-dire comment l'État doit permettre, la société québécoise doit permettre d'accommoder les différentes minorités religieuses dans le cadre des différentes interactions publiques. Puis, au bout d'un an et demi, en 2008, il y a eu un rapport qui a été donné au gouvernement Charest par Bouchard et Taylor et qui a jeté un peu les bases de comment on devrait aborder les accommodements raisonnables au Québec, puis gérer la relation avec les minorités religieuses, minorités culturelles. Mais là, 12 ans plus tard, l'année dernière, la CAQ a proposé le projet de loi 21, le projet de loi 21 sur l'interdiction des symboles religieux là, dans la fonction publique, etc. Puis ça, c'est un projet de loi extrêmement controversé, vous en avez probablement entendu parler. Alors, c'est dans cette foulée-là puis que Charles Taylor vient nous s'entretenir avec nous ce soir parce qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis 2008 et puis on doit repenser, on doit réaborder, reposer la question par rapport à la laïcité. Comment est-ce qu'on veut la considérer au Québec? Comment est-ce qu'on veut la discuter? D'entrée de jeu, juste avant qu'on passe à la conférence, j'aimerais juste vous dire, voyez-vous, il y a des micros un peu partout dans la salle pour poser des questions. Il va y avoir une période de questions après. Il y a un micro là, puis un micro en haut, là-bas qu'on m'a dit, un à gauche ici. Puis, faites juste, c'est premier arrivé, premier servi, mettez-vous en file derrière les micros, puis moi, je vais animer une période de questions à la fin. Cela dit, sans plus tarder, c'est avec un immense plaisir que je cède la parole à M. Charles Taylor. Alors, oui, merci beaucoup et merci de cette invitation parce qu'on n'a pas assez d'occasions pour parler de ces questions ensemble qui nous intéressent parce que ça va créer le genre de société dans lequel nous allons vivre et nos enfants vont vivre. Alors, c'est pourquoi je voudrais vous parler ce soir de la loi 21. Et je crois qu'on va commencer par deux remarques, là. Les gens qui appuient la loi 21 offrent souvent deux descriptions de ce que ça représente. On dit souvent, c'est nécessaire parce que ça reflète l'identité québécoise. Ou on dit que c'est une loi qui prend la laïcité et l'applique de façon à l'adapter à notre culture. Et c'est deux façons de décrire la loi 21. Alors, je crois qu'il y a derrière ces deux descriptions des confusions. Et c'est ça que je voudrais essayer de démanteler ce soir en voyant le détail. Et alors, pour ce faire, je vais commencer en parlant de l'identité, de laïcité et de culture. Et on pourra évaluer ces deux descriptions à la lumière de définitions un peu plus exactes. Alors, commençons en parlant de l'identité.
Et là, qu'est-ce que ça veut dire l'identité? Quand on parle de l'identité, c'est toutes sortes de choses. La police peut vous demander une pièce d'identité, mais ça, c'est autre chose. Quand on dit c'est mon identité ou c'est notre identité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à peu près quelque chose comme ceci. Les points de repère qui me permettent de me situer dans la vie, disons dans le paysage des valeurs, pour prendre position sur des questions importantes. Alors, si quelqu'un dit, par exemple, mon identité est une identité religieuse ou anti-religieuse, je suis catholique, je suis bouddhiste, je suis athée, on comprend que c'est quelque chose, c'est un point de repère très important. Ou si je dis, je suis québécois, canadien, allemand, etc., encore une fois, on peut comprendre. Ou je dis je suis philosophe, ou je suis sociologue, ou j'ai tel métier important pour moi, on comprend comment ce genre d'identification peut me situer, peut me donner des repères, des critères pour les choix que je fais dans ma vie. Ça, c'est l'identité personnelle. Mais ici, on parle de l'identité collective. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une identité collective? Mais c'est un groupe qui se comprend comme groupe, qui se comprend comme appartenant ensemble, à partir de certains points de repère de ce genre. Mais évidemment, c'est très différent, individuel et collectif, parce que les individus ont des identités très complexes avec beaucoup d'éléments. J'ai parlé de la religion, j'ai parlé de la profession, j'ai parlé de l'appartenance nationale, mais il y a toutes sortes d'autres pôles, d'autres, disons, indices de l'identité. Tandis que des identités collectives, c'est beaucoup plus pointu, c'est beaucoup plus étroit. Il y a quelques points sur lesquels on est d'accord, et c'est ça qui nous relie ensemble. Alors, on va parler maintenant donc de l'identité collective, mais de l'identité collective dans le sens de l'identité d'une entité politique, d'une nation, d'une société politique. Et qu'est-ce que c'est? Mais là, on voit que les identités modernes ont une certaine structure, une identité collective, nationale ou collective, politique, dans le monde moderne. Ils ont deux pôles. Elles ont normalement un pôle de valeur. Par exemple, on dit que l'identité de notre nation, de notre société, c'est d'être démocratique ou d'être égalitaire ou de prôner les droits individuels, etc., etc. Et là aussi, il y a un certain élément particulier parce que nous acceptons cette philosophie, et cette philosophie est aussi probablement préconisée par d'autres pays, mais on a un rapport très particulier à notre pays, parce que notre pays est une tentative historique de réaliser ces valeurs-là, démocratie, droit, égalité, etc. Et disons, nous avons un autre rapport à notre tentative, à notre entreprise historique, que, disons, à cette éthique en général. Si vous voulez, quand je lis dans les journaux, et je lis souvent dans les journaux de nos jours, que certaines démocraties commencent à dévier de leurs valeurs fondamentales, quand je vois en Turquie, oh mon Dieu, que la démocratie se perd et ça devient une dictature, je suis peiné, je suis triste, mais quand mon propre pays prend le même genre de tournant, je sens quelque chose d'autre, quoi, une espèce de honte. Et quand c'est le contraire, et mon pays est vraiment une représentation ferme et affirmative de nos valeurs, je sens de la fierté. Alors il y a une espèce de rapport très particulier, le rapport que l'on définit normalement avec le mot patriotisme. Le philosophe allemand Habermas a parlé d'un patriotisme constitutionnel, c'est-à-dire une fierté
de son propre pays, parce que c'est une tentative de réaliser une constitution vraiment valable, morale, correcte. Hein? Alors là, nous sommes devant le phénomène identité collective, identité de l'entité politique, qui est visée quand les gens disent la loi 21 reflète notre identité. Comment est-ce qu'elle reflète notre identité? Elle est une forme de laïcité. Alors, regardons un peu ce terme laïcité. Je vous demande pardon, mais il faudrait un peu analyser ces termes-là pour savoir ce qui passe derrière ces gestes rhétoriques de dire que ça représente notre identité. Or, la laïcité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué qu'on le croit. C'est-à-dire, il y a différentes formes de laïcité, et des formes qui sont différentes parce qu'elles ont une finalité différente. Je vais vous en mentionner 3. Il y a une laïcité, une séparation de l'Église et de l'État, qui existe principalement pour défendre la religion contre l'ingérence de l'État. Exemple historique très très connu de tout le monde, la nouvelle République américaine fondée en 1787, n'est-ce pas? La nouvelle Constitution. Le problème à cette époque, c'est qu'il y avait des églises établies aux États-Unis, mais des églises établies dans différents États. Par exemple, en Virginie, c'était l'église anglicane. En Nouvelle-Angleterre, c'était une espèce de protestantisme congregationaliste, comme on disait, très, très puritaine. Et c'était des églises différentes. Alors, ils avaient une crainte énorme dans ces différents États que le nouveau gouvernement fédéral très puissant allait imposer une religion à tout le monde, qui nécessairement ne serait pas la religion de tous les États, mais qui serait une imposition sur certains États. Alors, comme vous savez, tout le monde connaît cette histoire, les États ont refusé de ratifier la nouvelle Constitution élaborée en 1787, à moins d'adopter des amendements. Et le premier amendement commence « Congress shall adopt no law establishing a religion ». C'était la première partie du premier amendement. Alors, ça demandait que le Congrès fédéral n'impose pas la religion sur différents États. L'idée, c'était que la religion était quelque chose de très fragile devant le pouvoir de l'État et il fallait défendre cette religion, la pratique de cette religion devant l'État. Si on passe rapidement à travers l'histoire et on arrive à l'année 1904-1905, date de la fameuse établissement de la laïcité française, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, c'est un peu le contraire. Un but qui était cherché par certains politiciens qui ont passé cette loi, c'était un peu le contraire, c'est-à-dire défendre la République contre une ingérence possible de la religion. Parce qu'à ce moment-là, comme vous savez, il y avait un mouvement très fort de monarchisme catholique qui voulait abolir la République pour rétablir une monarchie qui serait une monarchie catholique. Et donc, il y avait un mouvement, si vous voulez, politico-religieux, ou religieux et politique à la fois, qui était une menace pour la République. Alors, un des buts de cette laïcité, c'était de défendre l'État contre l'ingérence de la religion. C'est très différent. Vous voyez, c'est disons, une finalité opposée à la première. Et troisièmement, il y a une sorte de laïcité qui est en quelque sorte un équilibre, qui n'est pas défense de l'un contre l'autre, mais une espèce d'équilibre entre les deux, qui est la laïcité telle qu'on la connaît dans la plupart des pays occidentaux, en théorie, maintenant, et qui consiste un peu en ceci, que l'État doit être neutre, ne doit pas prendre la partie d'une religion contre les autres, ou de la religion contre la non-religion, ou de l'athéisme contre la religion. L'État est neutre,
Mais les individus sont libres de pratiquer leur religion, ou leur non-religion, ou leur anti-religion, etc., dans la mesure où ils respectent le droit de tous les autres d'en faire autant. Alors c'est une laïcité qui est fondée sur, qui est rendue compatible avec un régime de droits fondamentaux, y compris le droit de pratiquer sa religion, et droits égaux, égalitairement distribués dans la population. Alors c'est une troisième laïcité qui a une autre finalité que les deux premières. Et c'est là où est la confusion. Parce que cette troisième laïcité-là n'est pas compatible avec les deux premières, mais de différentes façons. Prenons par exemple la laïcité que l'on considère la laïcité française. Et j'entre ici une parenthèse parce qu'il faut être juste historiquement. Il y avait dans la loi 1904-5 en France, il y avait des politiciens, Combe et d'autres, qui étaient franchement anti-religieux, qui voulaient en quelque sorte confiner la religion, l'empêcher d'exercer dans le domaine de l'éducation, etc., etc. Mais il y avait aussi des gens qui prenaient le parti de cette troisième laïcité équilibrée. Il y avait Jean Jaurès, il y avait par exemple les protestants français qui n'étaient pas contre la religion, mais contre une domination par le catholicisme qui leur privait de leur droit de pratiquer en tant que protestants, etc., ou qui leur accordait moins de droits. Et donc, il y a en France une espèce d'ambiguïté et de dualité, et on voit de nos jours qu'en France, la laïcité est contestée. Il y a des gens qui sont très anti-religieux d'une part, il y a des gens comme Jean Bobéro qui ont écrit cette histoire de la laïcité qui prennent le parti de la laïcité, je peux dire, équilibrée. Mais, alors ça c'est une parenthèse pour ne pas dire simplement les Français sont dans cette boîte-là, mais c'est quand même deux théories qui se disputent le terrain en France. Et nous avons un peu hérité de ça ici, parce que nous avons beaucoup de références françaises. Alors, essayons de voir ce que ça donne comme résultat si quelqu'un dit, cette loi-là, ça reflète notre identité. Oui, identité, mais un instant, notre identité est aussi définie par un régime de droit égalitaire. En 1977, je crois que j'ai bien la bonne année, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité la Charte des droits et libertés québécoises. À l'unanimité. Et nous en sommes fiers. Je crois que tous les Québécois diraient, oui, ça fait partie de notre identité. Quels sont les éléments de notre identité? Que ce soit une société dont le français est la première langue, nous avons une certaine histoire, une certaine disons, dette patrimoniale vers notre passé, mais nous avons aussi cette charte qui fait aussi partie de notre identité. Mais le problème est que la loi 21 relève très clairement de la deuxième définition, c'est-à-dire qu'il y a une méfiance à l'égard de la religion et à l'égard de certaines religions, à l'égard, mais c'est même plus étroit que ça, à l'égard de certaines formes de pratique de certaines religions, de sorte qu'on se donne le droit de nier certaines carrières à certaines personnes qui pratiquent ces religions-là de cette façon-là. Et c'est une double entorse à la Charte. D'abord, c'est une négation d'un droit qui est dans toutes les chartes de tous les pays occidentaux, qui est reconnu comme un droit fondamental, le droit de pratiquer sa religion. Et c'est aussi une entorse au principe de l'égalité de droit.
Parce que nous disons à certaines personnes, non, toi tu ne peux pas enseigner dans l'école, par exemple, mais à d'autres qui ont d'autres religions ou d'autres pratiques de la même religion, allez-y. Vous avez toute liberté d'œuvrer dans ce domaine. Alors c'est doublement une entorse à la charte. Il y a donc, si quelqu'un dit, c'est quand même une partie de l'identité québécoise, cette identité-là est en crise, en contradiction. Il y a des éléments qui ne cadrent pas ensemble. On ne peut pas, disons, suivre jusqu'au bout la logique de la charte et jusqu'au bout de la logique qui est derrière des lois comme la loi 21 ou comme la charte des valeurs québécoises du Parti québécois de 2013, etc. Il y a une contradiction, il faut régler la contradiction. Ou bien si je prends l'autre description que j'ai vue tout à l'heure, que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est le régime de la laïcité, mais simplement adapté à notre culture. Oui, et cela existe. Il y a beaucoup de pays qui adoptent la laïcité égalitaire et la laïcité équilibrée. On parlait dans notre rapport laïcité ouverte. Il y a beaucoup de pays qui adoptent cette laïcité ouverte, mais ils ont des particularités. Il y a, par exemple, en Angleterre et dans les pays scandinaves, ils ont des églises soi-disant établies, mais qui n'enlèvent aucunement les droits à d'autres gens à pratiquer leur religion, à avoir les mêmes droits que tous les autres, à être élus au Parlement, etc. Ils peuvent faire tout ce qui est fondamental dans le domaine des droits, même s'ils ne sont pas membres de ces églises. Ou bien il y a d'autres particularités. La France elle-même a des particularités historiques, le fait que pendant longtemps, et puis même maintenant, les églises considérées comme patrimoniales sont payées, certaines parties de leurs dépenses sont payées par l'État, etc. Tout le monde ressent l'angoisse quand on voit sur l'écran de la télévision Notre-Dame qui est en train de brûler, et puis ils sont prêts à payer beaucoup d'argent pour reconstituer cette église-là. Alors il y a des particularités culturelles, mais il n'y a pas vraiment de particularité culturelle qui veut nier certains droits à certaines personnes. Ça, c'est autre chose qu'une particularité culturelle qui n'entame pas et qui n'amoindrit pas et qui ne fait pas d'entorse au régime de droit. Alors, vous voyez, dans ces deux cas-là, il y a une certaine confusion et les gens font passer ces législations sous vraiment de fausses couleurs, parce que ce n'est pas le même régime de laïcité qui est simplement présenté ou emballé par certaines descriptions, institutions culturelles. C'est une autre laïcité qui entre ici, ou du moins en partie, parce que c'est une laïcité qui va à l'encontre de la charte. Et en même temps, ce n'est pas une simple question d'entourage culturel qui fait partie de notre régime ensemble, parce qu'elle fait aussi entorse à notre régime, en tant que régime de laïcité ouverte de droit. Bon, il y a donc des décisions à faire ici, des décisions à prendre, parce qu'on est en pleine contradiction si on prétend que ça fait également partie de notre identité. Alors quel parti prendre? Eh bien, moi, j'ai pris mon parti. Je crois que c'est une loi qu'on n'aurait pas dû adopter et qu'on devrait éventuellement mettre au rencard. Et je vais vous donner quelques raisons qui me semblent concluantes dans ce sens. C'est que il y a ici un régime, disons une loi qui est très injuste
et qui fait souffrir des gens sans bonne raison. J'ai rencontré une jeune fille, par exemple, au moment début de l'été dernier, qui avait fait son cours comme éducatrice, comme enseignante, qui est en train de terminer son stage comme enseignante et qui allait pouvoir accéder à un poste en automne 2019 et subitement arrive cette loi qui lui a fermé la porte au nez. Et c'était particulièrement poignant parce que c'était quelqu'un qui me disait, ses parents lui avaient dit, on est heureux et on est chanceux d'être ici au Québec, un pays libre, et puis pour exprimer notre reconnaissance à ça, il faudrait contribuer à la société. Et cette jeune fille a cru que ses talents et ses intérêts la poussaient vers une contribution en tant qu'enseignante. Et Dieu le sait, on a besoin de ce genre d'enseignants dédiés et enthousiastes. Mais on lui fermait la porte. Est-ce qu'il y a une bonne raison pour ça? Est-ce que c'est de l'intérêt public pour cela? Ben, peut-être pourrait-on dire, écoutez, tous les droits que l'on voit dans la charte ont des limites, et c'est vrai. Mais les limites qu'on accepte et qui nous forcent à les limiter, à trouver des arrangements pour que ça soit compatible avec d'autres, ce sont des principes qui découlent de la charte même. Par exemple, on ne peut pas permettre à quelqu'un de pratiquer sa religion si ça exige des conditions où d'autres ne peuvent pas pratiquer les leurs. D'empêcher la pratique d'autres gens, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de donner des accommodements si ça crée une inégalité. Par exemple, si quelqu'un dit « j'ai besoin de prendre 3 jours de congé par semaine », c'est une demande un peu ridicule, mais juste pour donner l'exemple, ça voudrait dire que d'autres gens dans la même entreprise devraient travailler plus fort. Ça crée une inégalité. Il y a toutes sortes de raisons pour limiter les droits qui découlent de la logique de la charte elle-même, la logique égalitaire, la logique qui protège les droits de tout le monde. Et aussi, il y a aussi d'autres limitations où accorder certaines demandes empêcherait l'entreprise ou l'organisation de fonctionner, rendrait impossible la fonction si tout le monde prenait des congés constamment. Alors à ce moment-là, il y a des raisons de dire non, malheureusement pas. Et d'ailleurs, les accommodements raisonnables, ça naît de là, parce qu'il y a des cas où on ne peut pas accorder telle demande, mais on peut peut-être s'organiser pour qu'une autre demande également légitime soit accordée. Si quelqu'un dit, par exemple, je ne peux pas travailler le samedi, c'est le cas des Juifs, c'est le cas des Jéhovah's, des témoins de Jéhovah, etc. Bon, très bien. Alors, tu travailles le dimanche, par exemple, et ça va compenser le fait que tu ne travailles pas le samedi, si c'est un commerce qui a besoin d'être ouvert tous les jours de la semaine. Vous voyez, il y a là-dedans tout le domaine des accommodements raisonnables, justement parce qu'il n'est pas possible d'accorder tous les droits, toutes les demandes que les gens pourraient faire pour exercer leurs droits. Mais vous voyez, dans chacun de ces cas, il y a une limite basée sur les principes mêmes de la charte. Et on se demande où est le principe, où est, disons, l'intérêt public que cette fille-là dont je parlais ne puisse pas pratiquer en tant qu'enseignante. Au contraire, c'est l'intérêt de nous autres, de nous tous, c'est qu'avec son talent, avec sa formation,
avec son désir de contribuer, qu'elle puisse justement travailler comme enseignante. Et donc, on ne peut pas dire c'est un simple reflet de notre identité, c'est un simple reflet de notre culture. Il faudrait trouver une bonne raison dans l'esprit de la charte même pour dire ben non. Et il y a peut-être des raisons, mais personne ne nous a offert de telles raisons. À chaque fois qu'on demande au gouvernement, oui, mais quel est l'intérêt public? C'est Gérard Bouchard, mon collègue Gérard Bouchard, a dit ça de façon très claire lors, je ne sais pas si vous avez regardé à la télévision, des audiences sur la loi 21. Elle dit, quel est l'intérêt supérieur public qui exige qu'une personne portant un hijab ou portant un turban sikh ne soit pas capable de pratiquer, admis à pratiquer comme enseignant. Hein? Et la réponse est nulle. Enfin, on répète que c'est une question d'identité, mais ce n'est pas une raison acceptable dans la charte même. C'est une entorse à la charte de dire, ben, nous avons le sentiment que c'est notre identité, et donc, il ne faudrait pas qu'on admette le faire. Maintenant, ça existe, ça, dans le monde, des gens qui disent c'est notre identité que personne ici ne soit musulman, par exemple. La Hongrie sous Viktor Orban. Hein? Il y a des cas, je peux mentionner beaucoup de cas qui sont même plus horribles que Orban. Et je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas, même pour un instant, mettre le Québec sur le même pied que ces pays-là. Mais c'est un peu le même discours. Nous avons le sentiment que ces gens-là n'ont pas de place ici, que ces gens-là ne devraient pas faire ce qu'ils veulent ici. Hein? Et maintenant, dans la discussion que j'ai vue à la télévision, que j'ai fait avec beaucoup de gens, les défenseurs de la loi m'ont dit ben, c'est tellement modéré. Et ils avaient raison. Le nombre de droits qui est violé par cette loi-là, ce n'est pas énorme à comparer à ce qu'on voit dans le monde actuel. C'est Poutine qui dit les homosexuels n'ont pas de place en Russie à cause de notre culture orthodoxe, etc. Et puis ils font une véritable vie impossible aux homosexuels. Il y a en Inde actuellement, Modi est en train de faire si vous êtes réfugié, on vous accepte, mais non pas si vous êtes réfugié musulman. Enfin, ce sont des choses tellement choquantes. Et nous ne sommes pas dans cette catégorie-là, mais un tout petit peu. Et ce n'est pas le genre de régime qui peut se payer le luxe de le violer un tout petit peu. Hein? Parce que ça crée un précédent qui permettrait peut-être à un autre moment d'aller plus loin et de couper d'autres droits, etc. Ce n'est pas une défense de cette loi. Mais Dieu merci qu'ils ne vont pas aussi loin que dans d'autres pays, mais c'est la même logique qu'ils adoptent. Or, ce n'est pas seulement pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, ce qui est injuste là-dedans et même cruel là-dedans, de fermer les carrières à certaines personnes, c'est aussi quelque chose qui fait un mal profond à la société. D'abord parce qu'elle nous divise, elle crée chez les personnes qui sont discriminées de cette façon-là un sentiment de rejet, un sentiment d'amertume, un sentiment qui ne sont pas acceptés ici. Et ce qui est pire, on vit dans un monde actuellement,
justement parce qu'il y a d'autres pays qui vont beaucoup plus loin dans ce sens-là, dans le sens du rejet de l'islam, par exemple, et qu'il y a un discours islamophobe qui circule partout dans les médias sociaux, etc. Un discours absolument loufoque et qui n'a rien à faire avec la réalité de l'histoire de l'islam, mais qui convainc beaucoup de gens. Et des gens qui reçoivent ces messages de ces différents sites, etc., sur les musulmans sont tous des terroristes, ils complotent constamment de ruiner notre société, qui ne connaissent pas de musulmans. Et franchement, admettons que le vote pour la CAQ est plus fort dans des régions où il n'y a aucun immigrant, où il n'y a aucun musulman. Hein. Alors ces gens-là disent, ben alors, hein, nos gouvernants croient qu'il est nécessaire de restreindre les droits. Mais pourquoi? Ben, on sait pourquoi, parce que je viens de voir sur mon Internet que ce sont tous des terroristes, etc. On crée une espèce de préjugé contre ces gens-là qui a des conséquences sociales. Et ça, sociologiquement, on a vu ça partout. Chaque fois qu'il y a une campagne pour une loi de ce genre, il y a des incidents haineux. OK, ce n'est pas, Dieu merci, ce n'est pas toujours, ce n'était qu'une fois que c'était la mosquée de Québec. Mais il y a des gens qui crient dans la rue à des femmes musulmanes avec le hijab, allez-vous-en chez vous, etc. C'est très difficile pour les gens qui arrivent comme ça, qui n'ont pas beaucoup d'appui dans la société, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir faire une vie ici, de rencontrer ce genre d'expérience-là. Encore une fois, c'est beaucoup moins grave. C'est beaucoup moins grave que dans d'autres pays, mais c'est un peu le même genre de mouvement et ça crée des aliénations, des divisions très, très profonde. Alors, il faudrait peut-être un peu de logique là-dedans. Il faudrait admettre qu'il n'y a pas de compatibilité avec notre charte d'une part et cette loi. Alors, si les gens voudraient dire « OK, d'accord, j'accepte, mais je vais sacrifier une partie des exigences de la charte pour ce but très important ». Pourquoi très important? On voudrait le savoir, mais au moins ce serait, disons, honnête et clair. Tandis que prétendre que non, ce n'est pas une question de ça, il n'y a aucune question d'enfreindre la charte, mais c'est juste une adaptation culturelle, c'est juste un reflet de notre... C'est un peu cacher la vérité. Et ça peut être accepté peut-être... si on est dans les régions où il n'y a pas de victimes de ces lois-là, mais si on habite Montréal, ce n'est pas la même chose. Connaissant tous des musulmans, nous savons tous ce qu'ils souffrent. Hein. Nous sommes, je vais donner une certaine... ramasser tout ça ensemble en disant qu'il y a un conflit dans l'identité québécoise même, un peu comme les conflits que l'on voit partout. Alors je dirais dans le monde occidental. Récemment, depuis 20 ans, presque partout sont nés des conflits autour de différentes définitions de l'identité nationale qui intéresse cette question-là de la pluralité et de l'acceptation de l'autre et de l'acceptation de tous les citoyens. C'est ce qui se passe entre Trump et les démocrates actuellement aux États-Unis. C'est ce qui se passe en France pour ou contre Mme Le Pen. C'est ce qui se passe en Autriche avec le FPE. C'est ce qui passe en Italie avec Salvini, etc., etc. Et puis ça se passe évidemment en Hongrie, en Pologne. Et ce qui m'a vraiment choqué profondément, parce que j'ai connu l'Inde depuis très longtemps, j'ai des amis là-bas, mais l'arrivée au pouvoir de Modi a totalement rejeté, le gouvernement a totalement rejeté l'Inde de Gandhi et Nehru,
une Inde ouverte à tout le monde, une Inde vraiment laïque en ce sens-là, et maintenant on le remplace avec une Inde qui veut à tout prix réprimer l'élément musulman et même le rejeter à la frontière. Oui. Alors, ça se passe partout. Et encore une fois, ceux qui disent c'est très modéré, ils ont raison, c'est un exemple de ce genre de conflit qui est beaucoup moins grave, beaucoup moins dommageable, fait beaucoup moins souffrir. Mais il faudrait un jour se résoudre, il faudrait un jour se dire qu'on ne peut pas impunément faire ce genre d'exception à l'application de notre charte fondamentale, et donc il faudrait régler ça, il faudrait recouvrer une certaine cohérence, et l'unique façon, pour moi, de retourner à une cohérence qui soit vraiment vivable à la longue, qui crée vraiment une société où tous les citoyens se sentent à l'aise et chez eux, où tous les citoyens sont prêts à collaborer ensemble pour le bien commun, il faudrait retourner à une cohérence qui exige que l'on rejette des lois comme la loi 21. Alors je vous remercie beaucoup de votre attention très aimable. Merci. C'est parfait, c'est 50 minutes pile. Vous avez fait 50 minutes. Celui-là est à vous, je vous le mets ici. Merci. OK. Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, parfait. Dans le fond, maintenant, on va passer à la période de questions. Je voulais commencer par la mezzanine en haut, parce que les gens sont loin, mais il n'y a personne au micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un en haut qui a une question? On ne dirait pas. OK, bien dans ce cas, je vais commencer avec madame ici en bas à gauche. Oui. Bonjour, c'est moi qui casse la glace. Merci beaucoup, M. Taylor, c'était vraiment très intéressant. Moi, c'est Alexandra Malenfant-Veilleux, je suis professeure à l'UQTR, en fait chargée de cours à l'UQTR en philosophie. Je voulais savoir, moi personnellement, je suis très d'accord avec tout ce que vous avez défendu, là, je dois le dire dès le départ. La question que je me suis posée souvent dans votre présentation, puis que je me demandais qu'est-ce que vous, personnellement, répondriez à quelqu'un qui vous dirait que la loi 21, c'est pas pour sauvegarder notre identité, mais c'est pour éviter que nos élèves, par exemple dans le cas des écoles primaires, secondaires, soient comme endoctrinés indirectement par le simple fait qu'ils sont placés devant cette réalité-là. Moi, j'ai quelques réponses dans ma tête, mais j'aimerais beaucoup vous entendre, vous, sur cette question-là, parce que je pense que c'est une réponse qu'on entend très souvent aussi. Oui, mais là, nos élèves vont se faire endoctriner. Si c'est le voile, le turban, ainsi de suite. Les professeurs au primaire, au secondaire n'ont pas le droit. Ils ne devraient pas dire non plus à leurs élèves pour quel parti politique ils sont. Donc, si c'est le cas pour la politique, pourquoi est-ce que ça devrait pas être la même chose pour la religion? Donc, ce type d'argument-là, j'aimerais vous entendre à savoir qu'est-ce que vous répondez là-dessus. Merci beaucoup. Je répondrais que si quelqu'un, effectivement, pratiquait le prosélytisme, qui voulait convertir les élèves, ce serait complètement contre, disons, la vocation d'une éducatrice, d'éducateur ou éducatrice. Absolument. Mais sociologiquement, je voudrais voir les preuves, dans n'importe quel pays où il y a des gens de toutes les religions qui enseignent, que d'abord, d'une part, il y a du prosélytisme, et d'autre part, qu'il y a automatiquement une influence indue sur les élèves. C'est là où ça se pratique et où il n'y a pas de limitation. C'est le contraire. Mais là, il faudrait faire entrer des éléments
sociologique. Je crois qu'il y a ici des peurs que les gens ont, et en un sens, c'est parfaitement compréhensible. Je vous dis pourquoi. Parce que toutes les sociétés au monde, quand ils ont vécu entre eux avec une certaine variété, ou peut-être aucune variété, et il arrive une autre population très différente, il y a une certaine crainte. Je me souviens de notre tournée qu'on a fait dans la province avec la commission. Il y avait des gens qui ont posé la question, parfois angoissés, est-ce qu'ils vont nous changer? Et j'ai étudié un peu cette question en Europe, même chose. Quand sont arrivés les Turcs, les musulmans, beaucoup d'Allemands ont dit la culture allemande, est-ce qu'elle va disparaître? La réponse, dans tous les cas, c'est non. Il y aura un enrichissement, mais pas un changement profond. Mais je comprends cette crainte. Je comprends cette crainte. Parce que quand les gens n'ont pas de connaissances, n'ont pas d'amis, n'ont pas pu fréquenter les gens qui viennent de l'extérieur, naturellement, il y a cette crainte. C'est pourquoi je suis très sévère pour les politiciens qui attisent cela et qui veulent surfer sur ce genre de crainte. Et on a eu l'exemple du Parti québécois qui a été fondé par René Lévesque, qui n'aura jamais accepté ce genre de politique. Et à un moment donné, la tentation a été trop grande. Et mon message à ces gens-là est soyez responsables. Hein. Soyez responsables et ne montent pas les éléments de la population contre d'autres quand il n'y a rien derrière ces craintes. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un en haut. Je passais à la mezzanine. Merci beaucoup. Alors, merci, M. Taylor, d'être avec nous ce soir. Ma question, vous avez ratissé le territoire québécois il y a quelques années avec M. Bouchard. Oui. Et puis, vous avez produit le fameux rapport. Et j'ai lu quand même dans les dernières années que vous avez reculé sur cette position-là. Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'opinion par rapport à votre première position? Parce que l'état de la situation n'a quand même pas changé autant que ça. La loi sur les droits et libertés est toujours la même. Le rapport avec la laïcité aussi. Voilà. Oui. La situation n'a pas changé, mais moi, j'ai appris davantage sur la situation. Vous savez, il y a deux raisons possibles pour cet interdit des signes religieux dans les métiers, dans les fonctions qu'on a appelées coercitives, la police, le procureur, le juge qui peut vous mettre en prison, etc. Et il y en a qui croient que ça relève de la neutralité de l'État. Il est nécessaire que la neutralité de l'État s'exprime dans l'absence totale de signes religieux dans ces métiers-là. Je n'ai jamais cru ça comme question de principe. Mais j'avais cru que la chose serait tellement choquante de voir un policier avec hijab ou avec turban, etc., que ça risquerait de couler tout le rapport, de faire rejeter tout le rapport. Alors j'ai fait une espèce de concession conjoncturelle à cette demande, à cette idée-là. Et maintenant, fast forward, comme on dit, on arrive aux premières propositions du Parti québécois et de la CAQ. Et est-ce que cette distinction entre les fonctions coercitives et non été retenue? Non. Ils ont utilisé notre mot coercition en l'adaptant à une notion très vague d'autorité pour étendre justement l'interdit au-delà des fonctions coercitives. Alors, au lieu d'être une barre, un obstacle à franchir avant d'interdire d'autres métiers, c'était un tremplin dont ils se servaient pour aller plus loin. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai pu croire que cette distinction coercition-non-coercition avait cette importance? Et immédiatement, j'ai dû être honnête avec tout le monde et leur dire que
disons, les faits m'avaient montré que j'avais tort. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Léon Broche-Pelletier, je suis étudiant ici au Cégep de Trois-Rivières en histoire et civilisation. Premièrement, je voulais juste, j'ai vraiment aimé le point que vous avez dit sur le problème qu'on a actuellement avec l'identité québécoise. Ça me faisait beaucoup rappeler aux écrits de Hannah Arendt, précisément dans la crise de la culture, quand elle explique que le continent nord-américain, on est un continent, on est une société fondée sur l'immigration et qu'on l'est encore, et que dans ce cas-là, ça devient difficile d'identifier une identité propre, puisqu'on est encore une société qui est en mouvement. Ce que je voulais savoir, c'est votre opinion sur l'affirmation sur laquelle la question de l'identité et laïcité, ce ne serait pas vraiment sur l'identité, mais ce serait une lacune au niveau du système d'éducation. En fait, je m'explique ici, c'est que on voit que notre système pédagogique, avec les périodes d'austérité qu'on a eues, le problème qu'on aurait actuellement, ce serait au niveau de la pédagogie, où est-ce qu'on aurait des lacunes dans l'enseignement de la culture, de l'histoire québécoise, et que la volonté d'avoir une laïcité, ça découlerait de ces lacunes-là, puisque devant le fait où est-ce que, comme j'expliquais, on est dans une société d'immigration, il y a différentes cultures, différentes religions qui s'installent au Québec. Nous, Québécois, même si pure laine, ça n'existe pas, mais je vais utiliser le terme pareil, un Québécois pure laine se sentirait envahi, il serait empreint de ce sentiment-là de xénophobie, puisque nous-mêmes, on a de la misère à connaître notre culture. On a des cours ici, là, je pense à Français 3, qui c'est littérature québécoise, des trucs comme ça. Puis encore aujourd'hui, il y a plein de monde qui ne savent pas c'est qui Bordua, Claude Gauvreau, Riopelle, Marcel Ferron, tous des grands artistes qui ont marqué l'histoire québécoise, mais qu'on est devant cette incompréhensibilité-là, ce territoire inconnu-là, et que notre réponse à ça vis-à-vis des gens qui s'installent ici au Québec, qui ont une connaissance parfaite de leur culture et de leur background, mais nous, notre moyen de s'immiscer de ça, c'est de vouloir avoir une laïcité pour justement imposer l'égalité qui est dans l'identité québécoise. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Ouais. Non, mais je crois que je suis très d'accord avec vous que c'est le récit, l'histoire, le récit qu'on donne de notre identité, de notre société et donc de notre identité. Toute conception de l'identité d'un peuple comporte un récit de là où nous sommes, notre origine, de là où nous sommes venus, là où on voudrait aller et la façon dont l'avenir découle du passé. Alors, je crois que c'est un peu dans le sens de ce que vous disiez, on a déjà intégré une grande variété de gens. On voit le nombre de Québécois qui ont des noms irlandais, anglais, écossais, Blackburn, Murray, etc. Ce sont des gens qui ont été intégrés de l'extérieur, qui font partie de notre société. Ça a toujours été une société en train de en quelque sorte, intégrer les gens de l'extérieur. Et maintenant, ça commence dans un nouveau chantier. Ce n'est plus des Anglais, Écossais, etc. Des gens très proches de nous dans l'histoire, etc., etc. Ce sont des gens de plus loin, etc. Mais c'est un peu le même élan et la même raison. Si on a, au contraire, il y a une contre-histoire, c'est contre-histoire de Pure Laine, qu'on a toujours été le même depuis le début, tricoté, serré, etc. Et maintenant arrivent ces troubles faits. Oui, alors c'est une autre récit qui, justement, appuie une autre lecture de l'identité québécoise. Sauf qu'elle n'est pas un récit véritable. Et je crois que si c'est le sens de votre intervention, il faudrait retourner à la véritable histoire du Québec pour voir comment ce serait une continuation de cette histoire que d'intégrer des gens d'ailleurs. Monsieur? Oui, bonjour, Monsieur Taylors. Premièrement, merci beaucoup pour votre conférence. C'était quand même assez intéressant. Et ayant un grand-père fan de vous, je me devais de poser une question. Donc, au début, vous aviez parlé justement que dans l'identité québécoise, on était énormément rapprochés à notre histoire. Et je me suis renseigné aussi avant de venir ici à propos de la loi 21, justement, sur la définition qu'est-ce qu'était un signe religieux, justement, qui était constaté par cette loi. Et j'ai remarqué qu'il y avait le symbole de bijou. Et je me suis demandé, est-ce que, par rapport à son histoire, l'État ferait un avantage à l'alliance de mariage, la laissant possible, dans le fond, vu que tous les autres symboles étaient comme
banni, mais que l'alliance de mariage était considérée comme un bijou, donc un signe religieux, mais qui était gardé. Oui, je n'ai pas tout à fait saisi. J'ai des problèmes d'ouïe et je n'ai pas pris mes prothèses avec moi. Il se questionne sur le symbole de l'alliance de mariage, qui est un symbole religieux qui devrait être... Ah oui, qui est comme symbole religieux. Mais est-ce vraiment un symbole religieux? Enfin, c'est un symbole qui a, au début, été intégré à des cérémonies de mariage religieuses, mais il me semble que ça a une signification pour beaucoup de gens qui sont complètement non religieux. Et d'ailleurs, nous sommes maintenant dans une situation où les gens inventent souvent leur propre cérémonie de religion, de mariage. Ils inventent avec toutes sortes de différentes espèces de bricolage avec toute l'histoire et la culture mondiale. Alors, je ne vois pas de problème à ce que certains gens choisissent, que ce soit pour des raisons de religion, des raisons simplement que ça leur semble un symbole qui parle, choisissent l'anneau de mariage. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur Taylor. Merci pour votre conférence. Il y a un aspect où ma réflexion, moi, elle n'est pas complète par rapport au projet de loi 21. Je me pose... J'achète la plupart de vos arguments, mais je vois quand même un intérêt pour d'autres aspects par rapport à l'absence de signes religieux pour les personnes en position d'autorité. Ouais. Puis, vous avez parlé beaucoup d'identité collective au Québec. Puis, une question que je me pose quand même, puis qu'on a peu abordé, ou que vous avez peu abordé, c'est le fait quand même qu'une bonne partie du 20e siècle, le christianisme était très présent au Québec, très impliqué avec l'autorité aussi. Puis, jusque dans les années 60, c'est là qu'il y a eu une espèce de laïcité plus prononcée de l'État envers la religion catholique. Puis, j'ai l'impression qu'il y a quand même une part d'identité collective du Québec à l'effet que, oui, il y a des valeurs chrétiennes, mais je pense que quand même, il y a une majorité de Québécois ou une bonne partie de Québécois qui voient dans le fait qu'on a rendu l'État laïque et neutre par rapport à la religion, en lien aussi avec notre relation que la majorité avait avec la religion catholique. Ouais. Le fait que maintenant, non pas le fait de vouloir opprimer les nouveaux arrivants qui sont... Puis c'est vrai que les signes religieux les plus apparents sont les signes religieux en lien avec l'islam. Le but n'est non pas d'opprimer ces personnes-là, puis je pense qu'il faut faire très attention à ça. Je pense qu'il faut adopter une culture très, très ouverte, mais... Je vois un petit peu dans l'aspect de neutralité par rapport aux signes des gens en position d'autorité, un contrat par rapport aux nouveaux arrivants, en ce sens que quand on arrive au Québec, on a un État qui est laïque, qui est neutre, et que c'est le contrat social, mais que ça n'empêche pas les gens de pratiquer leur religion. J'aimerais vous entendre plus là-dessus. Oui. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. La dernière phrase, c'est ça le contrat que nous offrons aux gens qui arrivent. Vous avez le droit de pratiquer votre religion, pour autant que ça n'empêche pas d'autres à pratiquer, ou ça ne crée pas d'inégalité, ou ça ne rend pas impossible le fonctionnement de l'organisation ou du gouvernement, etc. Alors, il y a certaines limites, mais vous avez, à l'intérieur de ces limites-là, vous avez le droit de le faire. Maintenant, je comprends qu'il y a eu certainement chez une génération qui n'est pas la vôtre, il y avait des gens qui étaient, et bon, je suis assez vieux pour me souvenir, c'est l'autoritarisme de l'Église catholique québécoise était absolument affreuse. Je m'en souviens très bien, c'était inacceptable. Et je comprends que certains gens d'une certaine génération ont voulu sortir en claquant la porte, oui, je respecte ça. Mais pourquoi faire souffrir d'autres gens qui viennent d'autres situations complètement pour ça? C'est dans le cas, par exemple, du hijab, oui, dans certains pays musulmans,
c'est complètement impossible pour les femmes de ne pas le porter, ou même quelque chose de plus complet que ça. En Iran, par exemple, en Arabie Saoudite, même en Égypte, Haute-Égypte. Mais moi, j'ai fréquenté beaucoup les musulmans du Québec, les musulmanes du Québec, et puis c'est pour chaque personne une autre raison, quelque chose qui... sa façon de pratiquer la religion, ou c'est juste une habitude, ou parce qu'ils aiment ça, etc. C'est vraiment, sociologiquement, c'est quelque chose de très, très répandu. Je comprends que certains Québécois, en les regardant, se rappellent notre histoire. Et puis, mais on n'a pas de droit... Ça n'a aucun sens de les faire souffrir à cause de ça. Mais je pense pas qu'on parle de... Je m'excuse d'interrompre, mais juste pour renchérir, je suis d'accord avec tout ce que vous dites aussi de les personnes... C'est pas une affaire de faire souffrir, puis dans la vie quotidienne, il devrait y avoir aucune inégalité, mais je vois pas de point si négatif au fait que lorsqu'il y a des personnes en position d'autorité, je me suis pas fait ma tête sur les enseignants, mais disons les magistrats, les policiers et tout, d'adopter une position de neutralité. Mais j'ai entendu vos arguments aussi tout à l'heure par rapport au fait que ça changeait pas ça devait pas changer leur fonction non plus, le fait de porter des signes religieux, mais c'est ça, je vous laisse continuer. Oui, oui. Non, mais je comprends la distinction entre coercitif et non coercitif. Et puis, j'ai raconté pourquoi j'ai changé d'idée là-dessus, mais je serais prêt à discuter de ça encore. Mais cette notion vague d'autorité, surtout quand ça embrasse le métier comme celui d'enseignant, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, ils n'ont pas autorité. Qu'est-ce que ça veut dire, autorité? Je voudrais que les enseignants aient plus d'autorité, franchement, dans les écoles, souvent, parce qu'ils exercent plus d'influence sur les élèves pour qu'ils travaillent et se mettent à leurs études. Je vois, avec un concept comme ça, c'est tellement vague qu'on peut faire n'importe quoi. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce que le gouvernement fait. Je vous remercie. Ouais. Monsieur, ici à gauche. Oui, ma question, en gros, ça partait du fait que vous avez, comme on avait dit tantôt, l'immigration, ça fait longtemps en fait, le pays est basé là-dessus, puis on ne va pas arrêter. On pourrait même dire que c'est un peu un devoir qu'on a envers l'humanité d'accepter finalement de l'immigration. Considérant justement que ça va jamais arrêter, est-ce qu'on a aussi un devoir, l'État aurait-il un devoir finalement d'éduquer ses citoyens à comme être des meilleurs hôtes, par exemple? On a déjà des cours, mettons, au secondaire, qui commencent, mais est-ce qu'il faudrait élargir ça? Parce que comme vous avez dit tantôt, il y a beaucoup des fois d'intolérance dans des régions du Québec où est-ce qu'ils n'ont pas vraiment ils n'ont pas de contact avec d'autres religions. Est-ce qu'il faudrait finalement commencer à augmenter l'éducation que les jeunes auraient vis-à-vis d'autres religions pour permettre une meilleure finalement intégration? Parce qu'on leur demande beaucoup quand même aux immigrants quand ils rentrent. On leur fait une demande, mais est-ce qu'il faudrait aussi, nous autres, personnellement, aussi se faire une propre demande pour permettre justement une meilleure intégration? Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Là. Dans notre rapport, on avait même proposé quelques mesures qui auraient pu accélérer les contacts, enfin les faire plus fréquents. Et, par exemple, tu sais, souvent on a des écoles qui envoient pour une semaine, 2 semaines en Europe des élèves en Allemagne, disons, échanger avec une école allemande. Pourquoi pas en faire autant entre une école montréalaise et une école à Trois-Rivières ou à Rimouski? Alors on avait un paquet de recommandations qui ont été un peu laissées tableter dans couvert de poussière quelque part dans les... et je crois que c'est urgent
de multiplier les points de contact, parce que dès qu'il y a un contact, il arrive quelque chose, ça dissipe beaucoup de ces craintes. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est de l'intérêt de notre société d'accélérer, de multiplier ces points de contact. Merci. Nous allons prendre une dernière question. Monsieur ici à droite. Merci. Bonsoir, M. Taylor. Moi, ma question, en réalité, ça vise pas mal ce que lui disait dans les derniers propos. Est-ce que ce ne serait pas nécessairement que le Québécois normal, il aurait peur d'autrui justement par manque de connaissances? C'est vraiment ça ma question, monsieur. Reformulez, s'il vous plaît. Oui. En réalité, je crois que le Québécois a nécessairement juste peur les immigrants parce qu'il manque de connaissances envers celui-ci. Donc, comme tu disais, ça serait peut-être pas mieux qu'on ait plus d'éducation de ce côté-là pour justement s'ajuster. Peut-être que ça ne devrait pas être seulement l'éducation du côté du Québécois. Oui, non, mais c'est réciproque. Enfin, il y a beaucoup de ces nouveaux arrivants qui ont peut-être eu une expérience pas très agréable, même fâcheuse. Par exemple, celles qui ont reçu des chahuts dans la rue, allez-vous-en chez vous. Alors, il est très important pour eux aussi, pour elles aussi, de rencontrer des Québécois qui n'ont pas cette attitude-là et de savoir qu'il y a moyen de s'entendre. Les préventions, si je peux dire, existent des deux côtés, oui. Et les contacts sont absolument nécessaires pour que des deux côtés, d'une part, on n'a pas peur des Québécois ou peur de s'intégrer au Québec, le sentiment que c'est un terrain hostile, et de l'autre côté, que ce sont des gens qui ne demandent pas mieux que de s'intégrer, que de trouver un travail dans leur métier, que de former des relations de collègues, etc. Oui, c'est absolument, ça va dans les deux sens. Bon, ben c'est excellent. Merci beaucoup à tous d'être venus en grand nombre. Nous allons terminer là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée.